À la une de l'actualité, les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi en Afrique du Sud pour des élections législatives et régionales, promises au Congrès national africain au pouvoir depuis 1994. Le président togolais Faure Gnassingbé a effectué une visite éclair dans la capitale gabonaise où il a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et puis, un lycéen de 18 ans a trouvé la mort ce mardi lors d'une fusillade qui a éclaté dans une école de la banlieue de Denver, dans l'État américain du Colorado. Bienvenue à toutes et à tous et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. L'Afrique du Sud se rend aux urnes ce mercredi pour des élections législatives et régionales où le Congrès national africain, au pouvoir depuis 1994, est donné favori et ce, malgré ses piètres résultats en matière de corruption, chômage et disparité sociale. Ces élections coïncident avec les 25 ans de la fin de l'apartheid et des premières élections libres de l'Afrique du Sud remportées par l'ANC de Nelson Mandela. Les quelques 22 500 bureaux de vote ont accueilli ce mercredi les premiers des 27 millions d'électeurs inscrits dès 7 h, soit 5 h GMT. Ils doivent rester ouverts jusqu'à 19 h GMT. Le principal enjeu du scrutin réside dans l'ampleur du recul annoncé de l'ANC, dont la popularité a plongé sous le règne rythmé du scandale de Jacob Zuma. Les enquêtes d'opinion promettent au parti de Nelson Mandela de conserver une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, synonyme de nouveau mandat à la présidence pour son chef Cyril Ramaphosa. Depuis qu'il a pris la tête du parti et du pays, il y a un peu plus d'1 an, il a promis d'éradiquer la corruption et de relancer l'économie qui souffre d'une croissance atone depuis la crise financière de 2008. La deuxième force politique du pays, l'Alliance démocratique, tiraillée par des tensions internes et encore perçues comme le parti de la minorité blanche, peine à convaincre. Elle est créditée de 15 à 25% des suffrages contre 22% en 2014. Toujours selon les sondages, le parti de la gauche radicale des combattants pour la liberté économique, créé en 2013, devrait, lui, enregistrer la plus forte progression. Les premières tendances fiables du scrutin devraient être publiées par la commission électorale dès jeudi. Et le futur président, élu par les 400 députés, sera investi le 25 mai prochain. Après avoir voté à Dobsonville, Momsi Memman, chef du principal parti d'opposition centriste de l'Alliance démocratique, a dit s'attendre à une augmentation des soutiens de son parti dans toutes les provinces d'Afrique du Sud. Il a également ajouté qu'il construit un parti pour toutes les races. On le suit. Cette élection prouvera, je peux vous le garantir maintenant, que lorsque les sondages auront été faits, vous verrez dans chaque province une croissance de l'ADA, dans des communautés où des gens n'auraient jamais pensé que l'ADA se développerait. Parce que nous prouverons que les Noirs et les Blancs peuvent travailler ensemble. Je ne construis pas un parti pour une seule race, je construis un parti pour toutes les races. Et la transformation du DA a été en un parti qui représente tous les Sud-Africains. Et vous verrez combien d'autres Sud-Africains noirs voteront pour le DA. Ce sera l'histoire de cette élection. Pendant ce temps au Bénin, une semaine après les tragiques événements des 1er et 2 mai derniers, l'opposition donne à nouveau de la voix. À la faveur d'une conférence publique, l'ancien ministre de la Défense et ancien allié du président Patrice Talon, Candide Azanaï, relance le débat au sujet de la crise post-électorale. Le président du parti Restaurer l'espoir exhorte le peuple à ne pas se détourner de l'essentiel et à suivre le mot d'ordre de résistance toujours en vigueur. Candide Azanaï pour plus de précision. Il se joue aujourd'hui une scène. Le président Talon, voyant qu'il a échoué, ne veut pas que nous continuions de nous fixer sur l'objet de la résistance. Et il va provoquer un autre. Et en provoquant l'autre, sur les querelles anciennes, les rivalités anciennes qu'ils avaient, ils tentent à nous tourner toute la résistance vers cet objet. Il ne réussira pas.
Nous n'allons pas nous laisser distraire. La résistance ne se résume pas aux anciennes querelles entre telle ou telle personne, mais la résistance a pour objet le refus de confisquer le pouvoir législatif. Notre objet de départ, c'est l'exigence d'élections législatives inclusives. Pourquoi inclusives? Pour que le Parlement ne soit pas volé. Pourquoi le vol du Parlement est suicidaire à la démocratie? Parce que le Parlement est l'endroit où le peuple représenté vote la loi, contrôle l'action du gouvernement, consent l'impôt. Si le pouvoir exécutif en arrive à avoir le monopole, 83 sur 83 députés du pouvoir législatif, ça en est fini. C'est le but de la résistance. Tant que nous n'aurons pas des élections inclusives, la résistance continuera et prendra toutes les formes prévues par la Constitution. Et je vais parler un peu du recours aux armes de guerre pour imposer un coup d'État. Il y a eu des soulèvements. Il y a même eu les soulèvements de 74-75. L'armée n'a jamais tiré sur les populations. Comment une armée protectrice va détruire et tuer? C'est pour ça qu'il est bon que nous posions les questions suivantes. Nous devons savoir d'où vient l'ordre d'assassiner les populations civiles. Qui a donné l'ordre? Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, toujours en convalescence, a reçu ce mardi son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Cette visite de travail et d'amitié a duré 24 heures. Le président togolais a effectué une visite éclair dans la capitale gabonaise où il a eu un tête-à-tête avec son homologue Ali Bongo Ondimba. Les deux présidents ont abordé tous les points ou presque inscrits dans le chronogramme relatif à cette entrevue qui a eu pour cadre le palais du bord de mer de Libreville. Parmi les points, celui relatif à la sécurité en Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, où des groupes extrémistes sèment à tout vent désolation et douleur dans les cœurs des familles, mettant ainsi à rude épreuve des politiques de paix mises en œuvre par des États. Et dans un tel contexte, même les pays jusqu'ici épargnés sont tenus de ne pas baisser la garde. Quand ça a commencé au Mali, personne ne pensait que les pays comme le Togo ou le Bénin pouvaient être touchés. Donc il n'est pas exclu, je ne le souhaite pas, que les pays d'Afrique centrale ne le soient pas demain, a indiqué Faure Gnassingbé au sorti de son entretien. Pour le président Gnassingbé, la rencontre avec Ali Bongo s'est inscrite dans la démarche anticipative que lui et son homologue mènent au sein de la CEAC et la CEDEAO. Faure Gnassingbé est le tout premier dirigeant étranger à s'entretenir avec le président gabonais depuis son AVC le 24 octobre dernier. Allons cette fois-ci au Soudan où au moins 90 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations le 19 décembre dernier contre le régime du président déchu Omar el-Béchir. Il s'agit d'un bilan annoncé en début de semaine par un comité de médecins lié au mouvement de contestation. Un comité de médecins lié au mouvement de contestation au Soudan a annoncé un bilan d'au moins 90 personnes tuées depuis le début des manifestations contre le régime du président déchu, Omar el-Béchir. Ce bilan dépasse celui publié par les autorités qui ne font état que de 65 morts à ce jour. Le comité de médecins, membre de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, précise dans un communiqué que le premier décès a été enregistré le 20 décembre au cours d'un défilé dans la ville d'Atbara, dans le centre du Soudan. C'est dans cette ville qu'ont eu lieu les premiers rassemblements contre la décision du gouvernement de tripler le prix du pain le 19 décembre. Le dernier cas recensé est celui d'un manifestant mort dimanche des suites de blessures subies la veille lors d'affrontements avec des soldats et des forces paramilitaires à Niala, la capitale de l'État du Darfour Sud, dans l'ouest du Soudan. Le comité dit avoir établi la liste des 90 morts à partir de sources fiables et en dépit des restrictions imposées par les forces de sécurité et les vestiges du régime qui rendent difficile l'obtention des certificats de décès. Aux États-Unis, un lycéen de 18 ans a trouvé la mort ce mardi. C'était lors d'une fusillade qui a également fait plusieurs blessés dans un établissement scolaire de la banlieue de Denver. Au moins 8 élèves ont été blessés ce mardi lors d'une fusillade dans un établissement scolaire de la banlieue de Denver, dans l'ouest des États-Unis. Nous avons 7 blessés, peut-être 8, a déclaré
à des télévisions locales une adjointe du shérif du comté de Douglas, Holly Nicholson Clott, ajoutant que 2 suspects avaient été arrêtés par des policiers. Toutefois, elle n'a pu donner dans l'immédiat davantage de précisions sur l'identité des suspects, leur âge ou l'état des blessés qui ont tous été évacués vers des hôpitaux. Mais selon des médias locaux citant un hôpital local, 4 patients sont dans un état sérieux, un 5e plus légèrement blessé. Selon le shérif Tony Spurlock, les suspects qui n'avaient fait l'objet d'aucun signalement préalable ont agi dans 2 endroits distincts où se trouvaient des salles de classe, mais aucune information ne laissait penser qu'ils visaient quelqu'un en particulier. L'école, qui accueille 1800 élèves de la maternelle au lycée, a été fermée durant plusieurs heures et d'importantes forces de police déployées autour du site. On retrouve cette fois-ci Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Première destination de la revue de presse du jour, le Mali. Crise scolaire, le quotidien Le Républicain prévient d'une nouvelle paralysie de près d'1 mois. On reste avec Le Républicain qui nous apprend également que la campagne de vaccination édition 2019 a été lancée. En Côte d'Ivoire, premier conseil politique du RHDP, Ouattara lance le bulldozer, écrit en titre Le Patriote. Une information relayée par Le Jour Plus qui nous apprend également que le PDCI s'est fait prendre à son propre piège dans le cadre de la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. TM Togo Matin nous informe de la visite d'amitié de Faure Gnassingbé au Gabon où il s'est enquéri de son état de santé. Participation aux élections locales, on reste à la une de TM Togo Matin qui nous fait savoir que l'Alliance nationale pour le changement se fait désirer. Révision constitutionnelle, Faure Gnassingbé n'a pas abandonné son projet de septennat, prévient Liberté, toujours à la une du journal Liberté. Élections locales, l'ANC exige un recensement spécifique pour chaque commune, peut-on y lire. Direction le Burkina Faso, l'Express du Faso annonce la tenue d'un conseil de cabinet du Premier ministre sur la construction de l'hôpital de Bobo. Le quotidien nous informe de la signature d'une nouvelle convention dans le domaine de l'éducation. Lutte contre le terrorisme, l'opposition réclame des stratégies plus élaborées. Puis au Sénégal, le journal Enquête annonce le décès de Tchèque Betiotion hier. Une information que l'on retrouve à la une du quotidien Le Témoin qui poursuit en écrivant « Rappelé à Dieu 24 heures après sa condamnation à 10 ans de travaux forcés, Betio, justice divine ». Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.